Salut tout le monde, on se retrouve pour un deuxième épisode de Revue de Code dans lequel je vais vous partager mes réflexions sur ma dernière lecture. Il s'agit du livre No Prize for Pessimism, qu'on pourrait traduire par Pas de récompense pour le pessimisme, écrit par Sam Scilacci, qui n'était pas quelqu'un dont j'avais entendu parler auparavant. Alors en se basant sur les informations de son profil sur LinkedIn, on voit que Sam Scilacci a commencé sa carrière dans la tech en Californie à la fin des années 1980, ce qui l'amène à pratiquement 40 ans d'expertise qu'il s'est forgé en naviguant sur différents projets, dans différents rôles, au sein de plusieurs entreprises, dont les plus parlantes aujourd'hui et également celles qu'il mentionne dans son livre sont Google, qu'il a rejoint suite au rachat de son propre produit qui deviendra plus tard Google Docs, et Microsoft, où il occupe aujourd'hui un poste de direction technique. Depuis environ 2 ans, Sam a publié plus d'une centaine de numéros de sa newsletter intitulée Sunday Letters, que vous pouvez également trouver sur LinkedIn. Et dans ces lettres, il partage ses propres réflexions sur l'industrie, sur les dernières innovations en matière d'intelligence artificielle, et notamment les LLM, donc les modèles de langage comme ceux qui alimentent entre autres ChatGPT. Et son livre No Prize for Pessimism reprend en bonne partie ces fameuses lettres, d'où le sous-titre d'ailleurs, Letters from a Messy Tech Optimist, ou les lettres d'un tech optimiste et désordonné. Il reprend donc ces lettres en les organisant en chapitres qui traitent de thèmes spécifiques comme le leadership, l'innovation, des conseils de carrière, la philosophie technique, etc. Alors j'ai noté que l'intelligence artificielle est un thème majeur du livre, en ceci qu'il s'agit du sujet qui revient le plus souvent, quel que soit l'angle privilégié. Ce qui n'est pas très étonnant au regard des sujets sur lesquels contribue aujourd'hui Sam Scilacci chez Microsoft, et également compte tenu du fait qu'il s'agit d'un livre qui se veut être une prise de recul sur l'actualité dans le monde de la tech. Et ce que j'ajouterais en terminant, avant d'entrer dans le vif du sujet, est qu'en toile de fond du livre, l'auteur défend sa thèse selon laquelle l'optimisme joue un rôle moteur dans tous les aspects de l'innovation, en opposition à une attitude pessimiste qui, à l'inverse, mènerait à la stagnation. Il donne quelques illustrations de ces idées sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir. C'est cette thèse qu'on retrouve dans le livre ainsi que dans la 4e de couverture, et c'est celle-là même qui a attiré mon attention sur ce livre. J'avais par avance, je l'avoue, et de façon instinctive, souscrit à cette idée que l'optimisme, au-delà d'un trait de caractère, était mieux décrit comme une compétence, une disposition d'esprit que l'on peut consciemment choisir d'adopter, et compétence que l'on peut cultiver et que se doit même de cultiver celui ou celle qui, au cours de sa carrière et au sein de son champ d'expertise, désire se donner toutes les chances de maximiser son impact. Si bien que la perspective de lire une personne d'expérience propulser cette croyance au-delà du domaine de l'intuition, en l'ancrant dans d'authentiques anecdotes desquelles espérer tirer des leçons pour le reste de ma carrière, était enthousiasmante. Donc voilà pour ce que j'ai à dire en introduction, on va entrer maintenant dans le cœur du propos. Assured destruction. Today, any nuclear country or terrorist is capable of inflicting damage on a massive scale with weapons of environmental entropy. The polar ice caps aren't waiting for us to decide if climate change is real. Rising coastal waters, intensifying weather patterns, they're all punching our one-way ticket to dystopia. By definition, not perfect. Huxley's Brave New World, Bradbury's Fahrenheit 451, Orwell's 1984. Once considered fiction, these futuristic novels are actually happening right now, and they seem to be getting worse. Yes, Miss Newton. Can we fix it? Sorry? I get things are bad, but what are we doing to fix it? Assez tôt dans le livre, l'auteur donne le ton et délivre son diagnostic sur l'état d'esprit des nouvelles générations d'arrivants dans le secteur des technologies, nouvelles générations qu'il perçoit comme majoritairement plus pessimistes et conservatrices quand lui-même raconte ses débuts baignés dans un environnement plus optimiste, plus réceptif au progrès. Nouvelle génération qu'il observe épouser une mentalité austère, contrastant avec le sentiment d'abondance qu'il se rappelle avoir connu,
nouvelle génération, attachée à une démarche soigneusement organisée, prudente, planifiée, voire calculatrice, une fois encore à l'antipode de la désorganisation joyeuse et insouciante qui caractérise les premières années de carrière du jeune Sam. Ce pessimisme et ce conservatisme ambiant observés par Sam, il les regarde comme un paradoxe au regard du développement de l'IA dans les dernières années, qui constitue un terreau extrêmement fertile pour l'innovation, le début d'une véritable révolution que l'auteur compare volontiers à d'autres révolutions récentes dans l'industrie, comme le développement d'Internet, les smartphones ou encore l'adoption du cloud. Je ne pouvais parfois pas m'empêcher de penser en lisant ces passages dans la première partie du livre que ça sonnait quand même au moins un peu comme un pamphlet critique à l'égard d'une génération qu'on aurait presque tendance à résumer comme ces jeunes ne savent pas la chance qu'ils ont, de mon temps on en voulait, on avait la niaque. Mais ce serait faire un faux procès à l'auteur, je crois, qui estime d'une part en partie compréhensible ces différences au regard du contexte dans lequel ces nouvelles générations font leur entrée sur la scène professionnelle, une situation économique marquée par des inégalités records, des incertitudes, voire des illusions sur la promesse d'une retraite confortable, un dérèglement climatique qui contribue à créer une forte anxiété chez les individus qui s'inquiètent sur l'habitabilité même de leur future planète, ou encore une pandémie de Covid-19 dont on n'a pas manqué de laisser planer l'idée qu'elle ne serait sans doute pas la dernière pandémie que nous aurons à affronter dans un futur pas si lointain, un tableau qui, lorsqu'on le présente ainsi, fait regretter les 30 glorieuses et les premiers pas de l'homme sur la Lune. Par ailleurs, ne soyons pas trop injustes avec l'auteur qui se défend de trop généraliser, en rappelant que si ces symptômes lui semblent bien correspondre à une majorité, cette majorité n'exclut pas l'existence de nombreux individus qui ne correspondent pas à ce portrait. Il dresse ce tableau fort entre autres de ses expériences en tant que mentor dans la Silicon Valley en Californie, où les tendances observées dans le monde de la tech sont probablement concentrées à un degré d'intensité plus élevé qu'ailleurs. Prenez note que je ne me fie sur ce point qu'à la réputation de la Silicon Valley, n'y ayant jamais mis les pieds moi-même. Alors je ne sais pas si les observations de Sam Scilacci correspondent au réel. Quoi qu'il en soit, ce diagnostic, que vous y souscriviez ou que vous le rejetiez, sert en fait surtout à amorcer une des idées clés du livre, qui est que le succès de carrière naît de l'innovation et de l'impact, qui se forment à la jointure entre la passion et un certain enthousiasme pour la navigation à vue dans des environnements à plusieurs inconnus. Ce qui apparaît à l'auteur comme antinomique avec ce besoin d'un plan de marche linéaire et optimisé, qu'il observe beaucoup chez les personnes qu'il mentore, qui lui demandent souvent « How do I get to where you are ?» Comment je dois m'y prendre pour atteindre ton niveau d'accomplissement de carrière? Quel diplôme? Quelles notes? Quelles entreprises sur mon CV? Autant de questions sur lesquelles l'auteur n'a pas le souvenir de s'être concentré à ses débuts, lui qui présente rétrospectivement son parcours comme une suite de circonstances que la bonne fortune et la passion pour son art ont fini par placer sur sa route, lui bien incapable d'extraire de ce chemin parcouru une recette de cuisine, un algorithme répétable qu'il pourrait transmettre. Si bien que, déconcerté face à de récents diplômés qu'il observe se torturer l'esprit pour accoucher sans envie d'une idée de start-up qui, succès ou non, permettra surtout de cocher une case sur le CV, déconcerté donc qu'est Sam face à ce phénomène dont il est témoin, il développe lettre après lettre son approche de la disruption et de l'innovation dont j'ai déjà un peu commencé à relever les contours. The other question I get most frequently is, when I was up there, stranded by myself, did I think I was going to die? Yes, absolutely. And that's one you need to know going in because it's going to happen to you. This is space. It does not cooperate. At some point, everything's going to go south on you. Everything's going to go south, and you're going to say, this is it. This is how I end. Now, you can either accept that or you can get to work. That's all it is. You just begin. You do the math. You solve one problem, then you solve the next one, and then the next. And if you solve enough problems, you get to come home. Sam incarne cette approche en émaillant son récit d'anecdotes sur son parcours, notamment les années passées à travailler sur Writely, la start-up qu'il a cofondée et qui sera rachetée par Google en 2006 pour devenir ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Google Docs.
Au début des années 2000, alors que le Web 2.0 en est à ses balbutiements, Sam et son équipe ne développent pas encore à proprement parler l'éditeur collaboratif que nous utilisons aujourd'hui. Leur projet initial porte sur une base de données de bugs distribués, et ce n'est qu'ensuite, à la faveur de quelques évolutions techniques clés, qu'ils pivotent vers un outil d'édition en ligne. Deux innovations en particulier jouent un rôle central dans cette transition. La manipulation du DOM avec l'attribut Content Editable qui permet de modifier dynamiquement le contenu de certains éléments d'une page web sans rechargement, et JavaScript qui permet notamment avec Ajax d'effectuer des requêtes HTTP asynchrones sans avoir à recharger une page complète. Et c'est en découvrant, bidouillant on pourrait dire, en jouant avec ces nouveautés de l'époque, qu'il vient à l'idée de Sam, qui avait déjà eu l'occasion de travailler sur des outils de traitement de texte, de plancher sur un logiciel de traitement de texte dans le navigateur. S'ensuit un long cheminement jalonné de défis techniques que l'équipe s'emploie à surmonter un à un, cheminement au cours duquel ce qui devait être une base de données de bugs devient le berceau de ce que Sam décrit, non sans philosopher sur la pertinence d'une telle idée, le premier document Google Doc de l'histoire, rien que ça. À cette époque, JavaScript est encore perçu comme un langage peu sérieux, guère plus qu'un simple jouet, disons, loin des standards de robustesse de technologies alors répandues dans l'industrie, tels que C# ou Java. Et les moteurs JavaScript intégrés au navigateur souffrent de limitations majeures, et l'écosystème manque encore cruellement de standards, de bibliothèques et d'API. Dans ce contexte, l'idée de refaire Word dans le navigateur ressemble à une idée farfelue qui suscite des réactions sceptiques, y compris au sein même de l'équipe. De la part de Sam lui-même d'ailleurs, et à juste titre, les technologies du moment ne sont pas encore à la hauteur de l'ambition. Le navigateur ne pourra jamais offrir une expérience de traitement de texte satisfaisante, et c'est cette observation que fait l'équipe, et qui n'est à l'époque ni totalement fausse, ni tout à fait vraie, car ce qui reste inconnu, c'est justement ce que ces technologies allaient devenir, tandis que le reste du monde, porté par l'élan du web, continuait à expérimenter, investir, innover et repousser les limites du possible. Une autre anecdote que Sam raconte, non pas dans le livre, mais dans une interview que j'ai écoutée sur YouTube, est que l'idée d'un outil collaboratif leur est apparue à lui et à ses camarades par hasard. Deux personnes réalisaient simultanément des tests sur le même document, sans s'être concertées, il n'y avait pas de système de verrou, un peu comme sur un système de fichiers classique, ce qui de fait permettait à plus d'une personne d'ouvrir un même document et d'y apporter des modifications en même temps. Ce moment a été véritablement clé dans l'histoire du produit car il a permis à l'équipe de comprendre le véritable potentiel du produit. Et précisons bien entendu que la collaboration telle qu'on la connaît aujourd'hui sur Google Doc n'est pas le produit d'un oubli hasardeux. Tout au plus, on peut dire que le premier prototype est un produit du hasard, mais tout le travail restait alors à faire pour adresser les innombrables enjeux techniques, des divergences de représentation de l'HTML dans les différents navigateurs, aux complexes algorithmes de résolution des conflits. Une véritable montagne à gravir pour l'équipe qui, de l'aveu de Sam lui-même, aurait probablement renoncé d'avance tant la quantité de travail à abattre était énorme, si la fortune ne leur avait pas permis d'envisager d'abord un monde où tous ces obstacles seraient franchis. Cette plongée dans le passé, à laquelle l'auteur nous convie le temps de quelques pages, nous rappelle que les technologies qui nous paraissent aujourd'hui évidentes ne l'ont pas toujours été. Il est tentant de regarder les technologies dont nous disposons aujourd'hui, des réfrigérateurs aux fusées en passant par Internet et les smartphones, et de se figurer que ces technologies et l'usage que nous en faisons sont apparus comme des évidences aux yeux de celles et ceux qui les ont conçues, au moment où ils ou elles les ont conçues, tant nos vies y sont naturellement intégrées. En réalité, ces technologies que nous utilisons se placent sur un continuum dans lequel surviennent à certains moments clés de l'histoire quelques âmes d'enfants qui jouent à dérouler une pelote, à en démêler les nœuds qu'ils y trouvent, souvent sans idée très précise de ce qu'ils trouveront au bout du fil. Les pères d'Internet pouvaient-ils vraiment envisager à quoi ressemblerait le web d'aujourd'hui
Et à quel point nos esprits contemporains les plus brillants sont-ils capables de deviner quels besoins futurs les jouets d'aujourd'hui permettront de combler? I actually started on the tablet first. I had this idea of being able to get rid of the keyboard, type on a multi-touch glass display. And I asked our folks, could we come up with a multi-touch display that we could type on, I could rest my hands on and actually type on. And about 6 months later, they called me in and showed me this prototype display. And it was amazing. And I gave it to one of our guys. This was in the early 90s. I mean, early 2000s. Yeah. And I gave it to one of our other really brilliant UI folks. And he called me back a few weeks later, and he had inertial scrolling working and a few other things. Now, we were thinking about building a phone at that time. And when I saw the rubber band, inertial scrolling, and a few of the other things, I thought, my God, we can build a phone out of this. And I put the tablet project on the shelf. Dans ce témoignage, Steve Jobs, le célèbre visionnaire et cofondateur d'Apple, se confie sur les étapes qui ont conduit au premier iPhone, qui, dans sa forme que le grand public découvre en direct de San Francisco le 9 janvier 2007, n'a jamais constitué une évidence dans le cerveau de l'entrepreneur à la pomme. Travaillant d'abord à réinventer la tablette numérique, l'idée de pivoter vers un téléphone ne lui vient que lorsqu'il touche littéralement du doigt le prototype original d'écran multitouch, propulsé par les premiers éléments d'interface que la majorité d'entre nous utilisent aujourd'hui le plus naturellement du monde. Et à défaut d'une tablette, c'est d'abord une nouvelle génération de téléphones qui verra le jour. L'innovation ne peut être simplement envisagée comme une illumination soudaine. C'est un chemin tortueux qu'il faut accepter de parcourir dans le flou, sur lequel il est parfois nécessaire d'accélérer dans un contexte où les contours sont encore mouvants, où le produit n'est pas encore défini, ce qui est aussi excitant que c'est inconfortable. Un paradoxe inconscient naît de cette ambivalence, paradoxe que je relève chez moi parfois, je le reconnais, qui est cette double posture d'espérer de ma direction qu'elle me conduise à la fois sur la voie de l'innovation et de la disruption, et d'attendre d'elle dans le même temps que les étapes pour y parvenir soient parfaitement identifiées à l'avance, ce qui, au regard de ce que je viens d'explorer, est tout à fait impossible à concevoir. Je crois qu'il vaut la peine de surveiller cette dissonance, nourrie par une forme de biais, de rétrospective ou de déterminisme technologique. Non, l'iPhone ou l'Internet mobile n'étaient ni logiques ni inévitables, mais des paris technologiques complexes, d'autres directions auraient pu être empruntées et personne, pas même Steve Jobs, n'avait une vision parfaitement claire de la marche à suivre. Finalement, sur le sujet de l'innovation, ce que je retiens du parcours de Sam Scilacci, ce sont deux principaux piliers qui se nourrissent l'un l'autre, la passion et l'optimisme. La passion, c'est ce qui fait que l'on touche les choses du doigt. C'est ce qui fait que l'on met les mains dans le cambouis, c'est la différence entre le spectateur et l'acteur, entre le simple intéressé et l'authentique curieux. C'est la passion du métier qui animait Sam alors qu'il bricolait avec l'attribut Content Editable et JavaScript, après tant d'autres choses, pourtant sans idée précise de ce à quoi pourraient bien servir ces curieux nouveaux jouets. Et il est clair que sans cette curiosité débridée, l'idée d'un proto-Google Docs n'aurait jamais germé dans son esprit. Cette passion que Sam décrit et semble incarner du mieux qu'il peut, je la croise beaucoup dans mon entourage professionnel, passé comme présent, et peut-être vous-même qui m'écoutez, vous y reconnaîtrez, comme j'ai moi-même pu m'y reconnaître, avec ce bémol que je me dois de nommer. En effet, en revenant sur les débuts de mon parcours et sur la route même qui m'a conduit à choisir l'informatique comme voie professionnelle, je réalise à quel point cette soif de jouer avec de nouvelles choses n'était jamais étanchée, et le passage dans la carrière toutefois, mais également, et il faut le dire, la vie qui se remplit à mesure que les années se mettent à défiler, apporte progressivement leur lot de contraintes, de distractions, si bien que cette petite voix dans un coin de ma tête qui désespère sans cesse de reprendre le jeu a parfois plus de mal à se faire entendre dans le brouhaha des deadlines du legacy et de tout le reste qui constitue le quotidien.
Si le naturel s'est encore assez souvent ramené au premier plan cette petite voix, qu'il m'arrive encore aujourd'hui, à ma grande satisfaction, d'écouter et de suivre le temps de quelques nouvelles découvertes, je crois bénéfique de regarder en face cette réalité qui est que mon environnement actuel est très différent de celui dans lequel je naviguais il y a 10 ou 15 ans. Si bien que si je veux garder cette flamme allumée, si je tiens à réenchanter régulièrement ma discipline, alors il faut consciemment aménager du temps pour découvrir, pour jouer ce temps que la vie semblait m'offrir et qu'elle semble aujourd'hui consommer. Or, la passion nourrit la passion, et ce serait, je crois, se condamner à une certaine perte de sens progressive que d'oublier de la sacraliser, au moins un peu. Parmi l'ensemble des personnes que j'ai eu l'opportunité de fréquenter professionnellement, il y a parmi celles qui sont parvenues à avoir le plus d'impact, à exercer le plus d'influence, ceci de commun qu'elles n'ont jamais paru cesser de jouer. Your father had me. Most times this shop is what paid the bills. So when I'm gone, who's gonna pay yours? Music is all I think about. From the moment I wake up in the morning to the moment I fall asleep at night. You can't eat dreams for breakfast, Joey. Then I don't want to eat. This isn't about my career, Mom. It's my reason for living. And I know Dad felt the same way. I'm just afraid that if I died today, that my life would have amounted to nothing. Si la passion est le premier de ces deux piliers, l'optimisme, je le disais, est le second. L'optimisme, c'est s'autoriser à rêver. Il y a dans le récit de l'auteur, dont j'ai rapporté quelques extraits, des moments de doute, notamment celui où de nombreuses excellentes raisons sont trouvées pour ne pas se lancer dans cette impossible tâche de développer au début des années 2000 un logiciel de traitement de texte dans le navigateur. Et pourtant, une seule réponse suffit à Sam et à son équipe pour les y déterminer, pour peu que cette réponse fût excitante et que la question fût la bonne, en quoi cela impacte positivement le monde si on y arrive. À l'image de la fin des années 70, quand une poignée d'optimistes se demandent ce qui se passerait si les ordinateurs n'étaient plus réservés aux entreprises, mais faisaient leur entrée dans les maisons, des années 90, quand une poignée d'optimistes se demandent ce qui se passerait si l'ensemble des ordinateurs personnels étaient reliés sur un même réseau géant à l'échelle planétaire, ou des années 2000, quand une poignée d'optimistes se demandent ce qui se passerait si l'on mettait Internet dans les poches des gens. Le cloud computing, l'intelligence artificielle, l'open source, l'IoT, la blockchain, toutes les transformations majeures dans l'industrie informatique sont ponctuées de ces questions que Sam Scilacci résume sobrement ainsi: What if? Et si ça marchait? Et si l'on s'autorisait à rêver que ça marche? Ce que Sam avance, c'est que si la réponse est suffisamment excitante, alors toute raison gardée, on peut compter sur l'immense grappe de cerveaux humains qui s'agitent à la surface de cette planète pour éliminer les obstacles qui s'interposent. Et l'histoire montre que, pour les accomplissements qu'il mentionne dans le livre, dont une modeste partie peut lui être attribuée, c'est effectivement le cas. On peut objecter qu'il y a là à l'œuvre une forme de biais du survivant et un côté pensée magique. Si j'y crois assez fort, ça va se produire. Personne ne doute que la téléportation à la Star Trek, par exemple, serait probablement l'invention la plus révolutionnaire de l'histoire. Et pourtant, les meilleurs esprits, les plus passionnés, le monde entier même, fût-il rassemblé pour y travailler ensemble, de combien de générations ce problème viendrait-il à bout, à supposer qu'on puisse même le résoudre. Mais le point de Sam, qui observe la tendance naturellement pessimiste d'une majorité d'entre nous dans la réception de nouvelles idées, pour différentes raisons d'ailleurs, on peut parler de biais cognitifs comme le biais de sécurité qui nous fait voir tout changement comme un danger potentiel, le biais du vétéran qui résulte d'une accumulation d'expériences où l'on a été confronté à un grand nombre de problèmes divers, une préférence pour le statu quo, pour se protéger de pertes potentielles que peuvent impliquer un changement, ou encore une forme d'inertie mentale, pour parler en termes un peu pompeux de la paresse, tout simplement, la paresse parfois déguisée en sagesse, la flemme de faire l'effort d'y croire. Le point de Sam, donc, qui n'est pas de considérer qu'il faut ignorer tous les risques, mais plutôt de souligner qu'un excès de pessimisme peut tuer dans l'œuf des idées qui sont susceptibles de transformer le monde, et que par conséquent, l'innovation a besoin d'un espace protégé d'optimisme où les idées peuvent germer sans être immédiatement attaquées.
À l'instar de celles et ceux qui nous précèdent et à qui l'on doit les ordinateurs personnels, Internet et nos smartphones, l'auteur nous invite à moins nous poser les questions « why not ?», pourquoi ce jouet ne sera jamais plus qu'un simple jouet, et à plus souvent nous demander « what if ?», et si ce jouet pouvait faire bien plus que ça. Alors, pensée magique ou discours motivationnel visant à inverser une tendance et peut-être créer un effet autoréalisateur, ce qui est certain, c'est que je me suis surpris pendant et après ma lecture à relever beaucoup de souvenirs personnels où je m'étais rendu coupable d'excès de pessimisme, une tendance que ce livre a déjà commencé à m'encourager à corriger, pour une raison simple qui tient dans le titre même du livre. Au fond, il n'y a rien à gagner à être pessimiste et avoir raison, sinon le triste plaisir d'un « je vous l'avais bien dit ». Il y a en revanche énormément à gagner à être optimiste et avoir raison. You're the one who doesn't belong. Born 40 years too late or 40 years too early. My daughter knew it, God bless her. And your kids know it, especially Murph. Well, we used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now we just look down and worry about our place in the dirt. Cooper, you were good at something, and you never got a chance to do anything with it. I'm sorry. L'auteur est un fervent adepte du prototypage rapide et peu coûteux pour couper le plus vite possible l'herbe sous le pied au doute avant qu'il ne s'installe durablement, la rapidité d'accès au marché constituant naturellement un élément clé dans le succès entrepreneurial, il y consacre quelques lettres. Alors je ne suis pas un entrepreneur, je n'ai pas créé d'entreprise. Toutefois, j'ai récupéré quelques petites idées intéressantes dans ce chapitre consacré à l'exécution technique, dans lequel l'auteur met en perspective la rapidité d'exécution et la notion de qualité, en particulier de qualité de code. Son message, si je le résume un peu grossièrement, c'est qu'absolutiser l'un ou l'autre, c'est une erreur. On peut très bien passer 5 ans à peaufiner la plus belle codebase du monde et arriver dernier sur un marché qui s'est refermé. Tout comme on peut se précipiter avec un produit bricolé à la va-vite, incapable ensuite de passer à l'échelle et finir par s'écrouler sous son propre succès. En tant que développeur, je fais régulièrement partie des rabat-joie qui tempèrent, qui défendent la nécessité de ralentir un peu la cadence afin d'assurer la stabilité et la fiabilité face à d'autres profils, naturellement plus désireux de livrer toujours plus et plus vite. Ce sujet-là, il n'est pas nouveau, et si vous avez entendu parler de SRE, de Site Reliability Engineering, finalement c'est essentiellement ce dilemme entre rapidité d'exécution et qualité de service que ce cadre méthodologique cherche à résoudre. Dans ce livre, vous ne trouverez pas une méthodologie aussi cadrée, mais vous trouverez quelques outils, disons philosophico-intuitifs, pour naviguer ce dilemme de façon plus personnelle. Il présente notamment une échelle des émotions, à l'aune de laquelle il suggère de se situer par rapport à du code que l'on aurait écrit, entre profond malaise et fierté excessive, et suggère que dans la plupart des cas, le sweet spot se trouve quelque part au milieu, à proximité du légèrement embarrassé peut-être, une espèce de vulnérabilité productive en quelque sorte. J'ai souri en lisant ce passage en pensant à une anecdote qui date de mes années d'études dans une école d'informatique, où je regardais un peu médusé un camarade scroller dans son, je cite, beau JavaScript, pour me montrer avec fierté à quel point son code avait de l'allure, avec l'orgueil du jeune père faisant défiler les photos de son nouveau-né, d'autant qu'il ne s'agissait vraiment pas de lire le code, qui filait de toute façon trop vite pour être lu. Il ne s'agissait que d'en apprécier l'esthétisme général, le choix de la coloration syntaxique, la pureté de l'interface de son éditeur de code préféré, les courbes de l'indentation. J'en parle avec amusement, c'était d'ailleurs assez clair à mon sens qu'il y avait un certain degré d'ironie dans son attitude. Mais ce serait me mentir à moi-même de ne pas admettre que je comprenais malgré tout sa satisfaction, et je la comprends encore aujourd'hui. Même sujet, mais abordé sous un autre angle, celui du spectre qui va du simple script, les quelques lignes de bash couchées sur un coin de table, à une approche très générique, très modulaire,
Autrement dit, comment en tant que développeur je choisis d'approcher un problème, est-ce que je fais rapide et jetable ou lent et durable? La difficulté venant bien entendu du fait que l'on ne sait pas toujours combien de temps le code va être opéré en production et à quelle fréquence les exigences vont évoluer. À part peut-être quand on fait décoller une fusée, on ne passe généralement pas des années à produire du code qui ne va servir que quelques minutes. Sam parle d'un curseur imaginaire qui donne la vélocité de l'équipe, donc la vitesse à laquelle l'équipe est capable de livrer de nouvelles fonctionnalités, avec comme principe général que du nouveau code devrait être jugé par rapport à son impact sur ce curseur, en se disant bien entendu qu'un des critères est que la vélocité de l'équipe ne doit jamais décroître, ou en tout cas ne doit jamais descendre en dessous d'un certain seuil. Personnellement, j'y ai vu une manière plus imagée de parler du principe open-closed, des principes solides, originellement formulés par Robert C. Martin, qui sont des bonnes pratiques de génie logiciel, souvent citées dans le mouvement Software Craftsmanship et Clean Code. Et donc ce fameux O de solide, le principe du open-closed, qui incite à concevoir du code en l'organisant de façon stratégique, afin que des nouvelles fonctionnalités puissent être ajoutées sans modifier le code existant. Et c'est sans doute mon mantra favori, à titre personnel, en tout cas je m'y réfère souvent, et il rejoint, je crois, l'idée de Sam, en ceci que le principal facteur, un des principaux facteurs du moins, responsable de faire baisser la vélocité de l'équipe, c'est justement le temps passé à retravailler du code existant, afin de faire de la place au nouveau, le seul qui nous intéresse réellement. Hello, I'm here. Oh. Hi. Hi. How you doing? I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you too. Oh, what do I call you? Do you have a name? Or... Yes. Samantha. Leigh, where'd you get that name from? I gave it to myself, actually. How come? 'Cause I like the sound of it. Samantha. Wait, when did you give it to yourself? Well, right when you asked me if I had a name, I thought, yeah, he's right, I do need a name. But I wanted to pick a good one, so I read a book called How to Name Your Baby, and out of 180,000 names, that's the one I like the best. Wait, you read a whole book in the second that I asked you what your name was? In 2/100ths of a second, actually. Imaginez-vous programmer un robot pour aller chercher du lait dans le frigidaire. Alors vous utilisez un langage comme Python pour piloter les capteurs et les moteurs du robot. Le programme que vous allez écrire va ressembler à une suite d'instructions comme par exemple oriente-toi 34 degrés ouest, avance jusqu'au prochain obstacle, pivote 45 degrés sur la gauche, si tu détectes le chat, attends 5 secondes, répète l'instruction précédente jusqu'à ce que le chat soit parti, avance jusqu'au prochain obstacle, pivote la main de 180 degrés, déplie les doigts, etc. Et cette séquence, vous l'avez structurée après avoir analysé l'environnement du robot, les fonctions du SDK, donc le kit de développement du robot, puis vous l'avez implémentée à l'aide d'une syntaxe relativement rigide, traduite de façon déterministe en langage machine. Imaginez-vous maintenant programmer ce même robot avec une phrase en langage naturel « Apporte-moi le lait, fais attention au chat ». La syntaxe rigide est abandonnée au profit d'une interface sémantique. La machine comprend nos intentions explicites et implicites. Et ça, pour Sam Scilacci, c'est plus qu'un changement d'interface, c'est un changement d'air. Il souligne cependant que les LLM n'ont pas de réelle capacité métacognitive, c'est-à-dire la capacité à raisonner sur leur propre raisonnement, à s'évaluer, à ajuster leur stratégie ou leur comportement en fonction d'un retour d'informations sur ce qu'ils viennent de produire. Parce qu'ils sont entraînés sur d'immenses corpus par des mécanismes comme la chaîne de pensée, par du raffinage par apprentissage, par renforcement avec feedback humain,
Ils savent imiter un raisonnement ou une introspection, car ils ont été exposés à une infinité d'exemples. Mais ils ne sont pas métacognitifs par nature, ils n'ont pas de mémoire stable, pas d'objectif durable, pas de perception du temps ou de leurs propres états internes. Ils font semblant de penser leurs pensées. Ce qui permet d'obtenir un comportement métacognitif, c'est d'insérer le LLM dans un système qui, entre guillemets, pense à sa place, qui agit comme un orchestrateur, une mémoire, un contrôleur logique qui suit un workflow déterministe pour, par exemple, télécharger un fichier, vérifier une clé API ou gérer des états. Dans le cas du robot qui va chercher le lait, ça pourrait être lire la caméra, déployer un bras ou activer les roues. Le domaine des LLM, c'est tout le reste. Ce sont les zones grises ou complexes où les intentions ne sont pas explicitement codées. Des zones dans lesquelles on touche vite aux limites de l'approche traditionnelle par la programmation syntaxique. Par exemple, si un utilisateur dit « apporte-moi le lait, fais attention au chat », le modèle comprend implicitement que le lait doit se trouver dans le frigidaire et qu'il ne faut pas écraser le chat en allant le chercher. Pas besoin de coder cela, le modèle le comprend par lui-même. Pour l'auteur, donc, il ne s'agit pas simplement de remplacer le code classique par des modèles d'intelligence artificielle, pas pour l'instant du moins, mais de créer une collaboration structurée dans laquelle le code classique supervise et apporte de la prédictibilité au niveau du cadre, et le LLM agit comme un cerveau souple capable de faire des inférences, de deviner des intentions. Ce changement radical dans la façon de concevoir du logiciel est celui sur lequel Sam nous invite à réfléchir. Il ouvre notamment la réflexion sur des questions fondamentales, comme le positionnement idéal du curseur entre les deux paradigmes, ou encore les modalités et les objectifs des tests automatisés sur ces nouveaux systèmes dont les comportements sont plus chaotiques. Snapchat. I have to add something. What? Shit, that looks good. That looks really good. It's clean and simple. No Disneyland, no live new girls. Watch. What'd you write? Relationship status. Interested in. This is what drives life in college. Are you having sex or aren't you? It's why people take certain classes and sit where they sit and do what they do when at some center, you know, that's what the Facebook is going to be about. People are going to log on because after all the cake and watermelon, there's a chance they're actually going to get laid. Meet a girl. Yes. That is really good. And that was it. What do you mean? It's ready. It's ready? Yeah. Right now? That was it. Si vous avez joué à un jeu récent de la série des Assassin's Creed, une des marques fortes de la société de jeux vidéo Ubisoft, vous aurez noté l'introduction de quelques fonctionnalités qui utilisent Internet pour enrichir l'expérience du jeu. Je pense notamment à la possibilité de prendre des photos des paysages du jeu et les partager afin que d'autres joueurs et joueuses puissent les consulter directement depuis le jeu. Mais des fonctionnalités comme celle-ci, qui peuvent certes prolonger le plaisir, ne viennent pas transformer fondamentalement l'expérience offerte par le jeu, qui reste avant tout une aventure en solitaire et majoritairement hors ligne. C'est là une différence majeure avec d'autres jeux du même éditeur, comme Rainbow Six Siege, par exemple, donc un jeu de tir tactique à la première personne centré sur des affrontements entre équipes, pour lequel les fondations mêmes reposent sur Internet. À plusieurs reprises, Sam Scilacci parle de la révolution Internet qui s'est déroulée sur une période de plusieurs années et distingue parmi les produits que nous consommons aujourd'hui dans notre quotidien deux catégories. La première, ce sont les produits préexistants à Internet qui ont réussi à opérer un virage vers Internet, mais sans revisite fondamentale de ce qui constitue le cœur du service rendu aux consommateurs. Ce sont les Assassin's Creed et les fonctionnalités additionnelles en ligne, ou encore Microsoft qui d'abord a commencé par progressivement embarquer des outils comme Internet Explorer et MSN dans son système d'exploitation Windows, ou encore le géant du retail Walmart qui a développé sa plateforme de vente en ligne comme une extension de l'activité de ses points de vente physiques. Et la deuxième catégorie, ce sont les pure players, les produits natifs d'Internet.
Les fameux Rainbow Six Siege, les Fortnite, les World of Warcraft, Google ou encore les réseaux sociaux comme bien évidemment Facebook. Un trait particulier des produits dans la seconde catégorie est qu'il est très difficile pour un habitant de la fin du XXe siècle d'anticiper leur forme et d'imaginer leur impact sur le mode de vie des consommateurs. Pour en revenir à l'intelligence artificielle, la posture de l'auteur est que nous sommes au début d'une nouvelle révolution du même ordre et qui va, à l'instar d'Internet en son temps, se dérouler sur de longues années. Or, il se pourrait bien que les produits natifs de l'ère de l'IA ne soient tout simplement pas encore nés et qu'il soit très difficile pour nous, pauvres mortels du début du XXIe siècle, d'imaginer leur forme, leur impact sur nos vies futures. Dans la suite de cette idée, Sam nous encourage à envisager l'IA non pas comme une nouvelle fonctionnalité, une extension des produits existants, mais de la concevoir et planifier un avenir où l'IA constitue une nouvelle plateforme essentielle, une couche fondatrice sans laquelle le produit ne peut exister. Un exercice que je trouve particulièrement difficile, comme on a souvent tendance à sous-estimer l'impact sur le long terme des technologies disruptives, comme Internet ou l'intelligence artificielle. C'est la fameuse loi d'Amara que l'auteur évoque sans, je crois, la nommer, mais qui formule que nous avons tendance à surestimer les effets d'une technologie à court terme et à les sous-estimer à long terme. Alors sans prétention de réinventer quoi que ce soit, j'ai quand même voulu, fort des leçons et inspirations tirées de ma lecture, m'essayer à mon échelle à cet état d'esprit délibérément optimiste concernant l'IA. J'ai appris à utiliser une librairie Python dont Sam Scilacci fait la promotion dans son livre, une librairie qui vise à faciliter ce fameux arbitrage entre LLM et code traditionnel syntaxique, ce dont je parlais précédemment, et je m'en suis servi pour prototyper un agent conversationnel capable d'assister mon équipe dans l'investigation des alertes sur nos environnements de production. C'est essentiellement un LLM auquel j'expose un certain nombre d'outils afin de le rendre capable d'aller chercher lui-même du contexte spécifique au problème qui a généré l'alerte. L'idée à terme étant de remplacer, au moins dans les cas les plus simples, l'humain qui va lire l'alerte, chercher dans les logs, consulter les métriques, lister les ressources, analyser du code source ou autre. Remplacer cet humain donc en exposant l'ensemble de ces options à un LLM à qui l'on va simplement demander « Que se passe-t-il avec cette alerte ?» et laisser l'IA produire un rapport d'incident et pourquoi pas dans un rêve lointain corriger elle-même le code. J'ai fait quelques démos de cette preuve de concept à mon équipe, dans un environnement contrôlé, en laissant délibérément ouvertes des permissions élevées à l'agent, afin de laisser entrevoir toutes les possibilités, et notamment les plus audacieuses à cette heure, comme modifier ou supprimer des workloads de façon quasi autonome. Et s'il y a eu en retour un certain enthousiasme, j'ai également noté, sans en être spécialement surpris, des réactions d'inquiétude, en particulier quand j'ai volontairement amené l'agent à supprimer des conteneurs. Des inquiétudes à au moins 2 niveaux, tous deux parfaitement légitimes d'ailleurs. La sécurité, donc comment garantir la confidentialité des données qui sont partagées avec le LLM, et la gouvernance, veut-on vraiment laisser l'IA altérer l'état de nos serveurs de production sans supervision ? Ce que j'ai trouvé amusant dans l'expérience, c'est que ces réactions, je les attendais, non pas parce que je suis une sorte de médium, mais parce que Sam Scilacci les anticipe très bien dans son livre. Signal intéressant à relever d'ailleurs, il dresse un parallèle avec la démocratisation du cloud. Je suis moi-même arrivé suffisamment tôt dans l'industrie pour être témoin de quelques épisodes clés de cette transition, qui s'était amorcée sans moi, mais dans laquelle il restait encore beaucoup de batailles intéressantes à mener. Je me souviens qu'à l'époque, il était loin d'être évident pour tout le monde que c'était une bonne idée de faire tourner en production des processus encapsulés dans des conteneurs, pilotés par des orchestrateurs susceptibles de les redémarrer prématurément et sans préavis, le tout non plus hébergé à la maison mais chez Amazon ou chez Google, avec à la clé une facture dont le calcul relève d'une forme d'art occulte. Sécurité et gouvernance constituaient déjà alors des enjeux majeurs, qui ont été adressés avec le temps via 2 axes complémentaires.
Le premier, c'est les évolutions technologiques, le développement du cloud privé ou hybride, le raffinage de l'IAM, Identity and Access Management, le monitoring, la facturation prédictive avec les alertes, les quotas, etc. Et le deuxième axe, ce serait l'acculturation, soit la réduction progressive de la dissonance cognitive entre l'ancien modèle, où l'on contrôlait tout, du code au mur du data center, et le nouveau, où l'on délègue une partie du contrôle. On a vu l'émergence de nouvelles normes mentales, à savoir, par exemple, qu'il est devenu normal de ne plus savoir physiquement où tournent les serveurs. Il est devenu normal de louer l'infrastructure au lieu de la posséder, ou encore de concevoir du code capable de résister à des interruptions régulières, etc. Tout porte à croire que l'IA suivra un chemin similaire. C'est en tout cas la thèse de Sam, qui fait le choix non pas d'ignorer les enjeux d'aujourd'hui, mais de croire, au regard du potentiel immense de la technologie, que ces enjeux finiront par être adressés, comme cela a été le cas pour l'adoption du cloud. Je crois qu'à l'heure où la data est automatiquement disponible, c'est peut-être l'âge d'or du prof maintenant. Parce que le prof, à une époque, je ne sais pas si vous en avez tous eu un, à mon avis, moi j'avais un tonton qui connaissait les dates des guerres et des rois français par cœur. Et au repas, on se disait « Ah putain, dis donc, Henri IV... » On n'en a plus rien à secouer de ça. Plus rien à foutre. Au bout d'un moment, la mémoire sur les dates, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Rien du tout, on est d'accord. Ça commence à être important, les dates, quand on commence à dire qui a succédé à qui et pourquoi est-ce que ce mec était comme ça, parce que juste avant, machin, ok, d'accord. Mais sinon, les dates en soi, les datas en soi, maintenant, on les a mis dans des disques durs et on les a rendus disponibles. Donc, il faut libérer notre cerveau de ça. Les datas, on s'en fout. C'est peut-être l'âge d'or du prof maintenant, c'est-à-dire qu'il va servir à vraiment apprendre à apprendre, apprendre à comprendre, apprendre à lire, apprendre à critiquer. Et puis, il reste l'éléphant dans la pièce, une question existentielle lorsque l'on parle d'intelligence artificielle et l'humain dans tout ça. En poursuivant mes discussions avec l'équipe, une personne en particulier le formule en s'inquiétant qu'un outil aussi capable présente le risque de rendre l'équipe plus passive, moins compétente, plus feignante. Sam Scilacci soutiendrait sans doute que l'utilisateur est feignant par nature et que c'est justement là le moteur de l'innovation, de lui rendre la tâche plus facile. Mais la question de la remplaçabilité de l'équipe, si celle-ci n'a plus aucune valeur ajoutée sur l'intelligence artificielle, demeure. Et c'est une menace qui vient activer des réflexes défensifs, conservateurs, et je ne m'inscris pas en faux. Je note en moi-même cette ambivalence face à certaines technologies disruptives, un double sentiment de « j'aimerais mieux que ça n'existe pas », tant la réécriture de mes habitudes et la réévaluation de ma compréhension du monde vont être coûteuses, et en même temps un autre sentiment de « mais que les possibilités sont nombreuses, que c'est excitant ». Nous naviguons tous, je crois, avec ces deux voix qui parlent plus ou moins fort, et loin d'esquiver cette question, l'auteur en soulève même d'autres qui font écho à ce que j'avais déjà abordé dans mon premier épisode sur le livre Irreplaceable de Pascal Bornet. Une question est de savoir ce qu'il faut enseigner, de ce que nous appelons intelligence même dans ce monde où nous disposons d'un surplus de capacités cognitives, ce qui est la première fois que cela arrive dans l'histoire, et où la donnée est encore plus accessible. Mais également la question de la valeur du membre de l'équipe. Hier, quand un expert quittait l'entreprise, il partait en emportant avec lui sa connaissance. Demain, cette connaissance pourrait rester capturée dans les modèles, et avec elle une partie de ce qui faisait la valeur et la liberté de l'individu. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Ce que je retiens en refermant No Prize for Pessimism, c'est que l'optimisme n'est pas une posture naïve, c'est une posture active, une stratégie,
un pari raisonnablement fou sur ce que l'on pourrait accomplir si l'on osait y croire, assez longtemps pour que cela prenne forme. Je retiens que les grandes idées ne naissent pas toujours dans des business plans bien structurés, mais parfois dans des esprits qui acceptent d'intégrer le doute, le jeu et l'amour du bricolage dans leur carrière. Et que dans ce monde où la technologie avance vite, parfois plus vite que nos repères, il est vital de préserver un espace pour l'enthousiasme, pour les questions ouvertes du type « what if » et si. Ce livre m'a donné envie de jouer, j'espère qu'à vous aussi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à me partager vos impressions, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a intéressé, et d'ici là, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.